Bonjour, alors une petite vidéo pour parler d'une nouveauté de SlimFast qui est le stockage temporaire de binaires. Alors, il faut savoir que je travaille sur aujourd'hui le fait de monter une plateforme GenIA agentique chez AXA France pour pouvoir faire des cas d'usage rapidement et qui puisse supporter un nombre d'utilisateurs et une volumétrie très élevée. Souvent, on a le besoin de gérer des fichiers plus ou moins volumineux. Et là où c'est intéressant, bah, c'est cette nouvelle fonctionnalité qui va permettre temporairement de stocker des binaires le temps qu'ils soient traités. Alors, le mieux, c'est que je vous fasse une démo. Alors, ici, comme toujours, allons dans la session Get Started. On va lancer juste SlimFast, c'est ça qui m'intéresse. Hop, là, j'ai Docker. Là, je viens de tout tuer, donc j'ai un namespace vide. J'ai mes nœuds SlimFast qui vont démarrer. Bon, là, j'ai mes pods de démo qui vont démarrer. Dès que SlimFast sera démarré, ça va fonctionner. Comme SlimFast intègre un protocole de type Raft, c'est-à-dire le même que dans les bases de données SQL, c'est-à-dire que quand on va sauvegarder une donnée, on dira que la donnée est vraiment sauvegardée quand les trois nœuds auront vraiment persisté cette donnée et auront la même vision. Donc ça, c'est important à comprendre, c'est que on peut aujourd'hui finement partager de l'état entre les nœuds. SlimFast. Alors là, il est en train de démarrer. Bon, hop, donc là, voilà, les nœuds démarrent et se synchronisent. Maintenant, ils se connaissent. Maintenant, ici, ma nouvelle API. Je vais pouvoir appeler l'URL public de SlimFast /data/files. Alors pourquoi je peux appeler l'URL public de SlimFast? Cette nouvelle API par défaut ne fonctionne que en mode privé, c'est-à-dire que cette API sera accessible que si on est en privé. Mais ce que j'ai mis pour la démo, c'est que j'ai surchargé la visibilité par défaut via les variables d'environnement dans SlimFast pour dire que j'autorise l'accès public à cette API. Sinon, si vous n'êtes pas dans le cluster Kubernetes, dans le namespace, vous ne pourrez pas accéder à cette API, tout simplement. Hop. Du coup, cette API est la publique, /data/files. Ici, on peut mettre un TTL, donc un time to live. Et là, j'ai mis un time to live à 60. On va le mettre peut-être un peu moins grand pour la démo. Je vais le mettre à 20. Hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais recevoir en sortie un ID. Et avec cet ID, ici, je vais pouvoir requêter le fichier ici pour pouvoir récupérer mon fichier. Voilà. Donc là, c'est une belle photo que je peux récupérer. Ici, j'ai mis 20 000 millisecondes, donc ma photo est disponible pendant 20 millisecondes, 20 secondes. Et là, effectivement, le temps est écoulé, 404, je ne peux plus accéder à ma photo. Voilà. Je vais recommencer. Hop, je vais injecter ma photo. Ici, hop, je vais récupérer l'ID. Hop, hop. Voilà, et je peux récupérer ma photo. Voilà, c'est tout simple. Je peux aussi lister ma photo. Hop. Alors, j'espère que je passe pas les 20 secondes. Voilà. Donc là, j'ai une API qui nous permet de lister tous les éléments que j'ai disponibles. Et là, effectivement, les 20 secondes sont dépassées. Mon image n'est plus accessible. Donc là, ce que je peux aussi faire, c'est fixer l'ID. C'est-à-dire que là, je vais forcer l'ID égale, je m'appelle Guillaume, on va mettre égale Guillaume. Ce qui fait que là, je vais pousser la donnée. Il me retourne l'ID qui est l'ID que j'ai poussé. Et là, effectivement, si je liste mes fichiers disponibles, j'ai Guillaume. Hop, et je peux récupérer mon flux binaire tel qu'il a été mis. Voilà. Donc là, je récupère ma photo. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais accroître le temps. Au lieu de mettre 20 secondes, je vais mettre 2 minutes.
pour vous expliquer un peu plus ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple ma photo, pof, ID Guillaume, et je vais mettre aussi un fichier un peu plus gros. Allez, ici, allons dans récent. Hop, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre allez, un fichier sur les Melops qui fait 54 mégas. Hop, c'est bon. Je peux aussi mettre une vidéo. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Une vidéo. J'espère que je vais sélectionner la bonne, mais une vidéo normalement qui fait 200 mégas. Voilà. Pof. Voilà, donc elle est un peu plus longue à uploader. Hop, ça fait 200 mégas. Maintenant, effectivement, je peux récupérer toujours ma photo. Je peux lister mes fichiers qui seront présents 2 minutes. Voilà, je retrouve mes fichiers. Je peux aussi, bien sûr, effacer si je veux. Hop, on va prendre Guillaume, on va effacer Guillaume, voilà. Donc là, 204 non content. Effectivement, j'ai effacé cette entité. Voilà. Maintenant, allons voir de plus près qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Simfast. Donc dans Simfast, ici, déjà, on va prendre le nœud 0. On va aller voir les statistiques. On peut voir que la mémoire, même avec mon fichier 200 mégas, n'a quasiment pas monté. Donc effectivement, là, 90 mégas, on va se rapprocher des 100. Mon nœud Simfast n'a pas monté. On peut aller voir aussi dans la base de données, qu'est-ce qui s'est passé. C'est que là, dans mon nœud, je vais retrouver mes 3 fichiers, là, effectivement. Donc là, je vais retrouver mon image, qui n'a pas encore été effacée, mais qui virtuellement n'existe plus. Et mon fichier PowerPoint. Et ici, 218 mégas, ma vidéo. Donc ce qui se passe, c'est que pour la suppression, elle est uniquement logique, et il y a un worker qui tourne, je crois, entre 20 et 30 secondes. Et si le fichier est considéré comme supprimé, il va le supprimer. C'est aussi simple que ça. Alors, donc ce qui se passe, c'est que si je vais voir sur les nœuds, effectivement, je vais retrouver mes 3 fichiers. Voilà, ou mes 2 fichiers, parce que là, il y en a un qui a été supprimé. Et bientôt, on va dépasser les 2 minutes, ils seront eux aussi supprimés. Hop, 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 on va retrouver. Voilà. Voilà, donc là, j'ai plus qu'un fichier, donc c'est ma vidéo. Ma vidéo qu'on va réenvoyer pour en avoir un. Mince, j'ai cancel mon envoi. Je vais réenvoyer. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ma vidéo de 200 mégas, je peux elle aussi la récupérer en mode stream, sans pour autant consommer de la mémoire côté Simfast. Voilà, donc là, je récupère mon fichier, il me dit que c'est 218 mégas, c'est beaucoup. Hop, je peux aller voir, effectivement, ma mémoire ne bouge pas. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne sous le capot. Donc ici, dans le site web, maintenant vous avez un onglet Data. Donc ça parle de comment appeler cette API Data temporaire, qui peut se prendre beaucoup de fichiers en parallèle. Je vais surtout vous expliquer l'algorithme d'écriture, parce que c'est ça qui est important pour différencier des autres bases de données. Donc il faut savoir que Simfast est fait pour écrire ce mode-là, pour écrire des gros fichiers, et en permanence et en parallèle. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que quand on fait première étape, quand on va poster un fichier, par exemple 200 mégas, on a 3 nœuds Simfast. Alors je vais remontrer là. Voilà, j'avais 3 nœuds Simfast, donc qui se parlent entre eux et qui sont synchronisés. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va tout de suite prendre le fichier et le streamer sur le disque. Paf, on l'enregistre. Étape 1. Étape 2, on génère le hash du fichier. On prend le TTL, etc. Et là, on va le sauvegarder dans la base de données Raft, donc type SQL, ce qui fait que les 3 nœuds auront exactement la même vision de ce hash, de ce nom de fichier qui existe vraiment virtuellement sur les 3 nœuds. Mais ça, c'est qu'un petit fichier avec quelques informations, l'ID, le hash, la taille, etc. Des métadonnées.
Et finalement, on va publier un message, une sorte d'événement à tous les autres nœuds disponibles pour leur dire eh ben, il y a un nouveau fichier, vous pouvez le télécharger. Ensuite, deuxième étape, imaginons que je suis un nœud qui est déjà sur le réseau. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je reçois cet événement qui me dit tu peux télécharger un nouveau fichier. Là en interne il y a une petite queue, ça va poster sur une queue et on a un background worker qui tourne, qui attend des événements dans la queue. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir cet événement avec le hash et il va regarder est-ce que moi je l'ai déjà sur le disque. Si je l'ai déjà sur le disque, c'est pas grave, je ne fais rien. Sinon, je vais aller pooler sur le nœud qui a reçu le fichier le fichier et je vais avoir le message. Voilà. Ensuite, troisième étape, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que je suis un nouveau nœud, j'arrive sur le réseau où on vient de faire ça et rapidement le client veut le récupérer, le fichier. Et il n'y a pas eu le temps aux autres nœuds de se synchroniser. Donc, troisième étape, on va récupérer les fichiers. Il y a deux cas. Premier cas, je reçois la demande du fichier. Et bien là, je l'ai déjà sur le disque, parce que je me suis déjà synchronisé. C'est parfait, je retourne le fichier au client. Je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien, alors, si, comment dire, si je l'ai sur le disque, je le retourne, et si je ne l'ai pas, je vais aller pooler effectivement le fichier sur les autres nœuds, et je vais pouvoir l'écrire sur le disque pour pouvoir retourner les résultats au client. Aussi simple que ça. Voilà. Donc ça permet d'avoir un juste milieu entre de la rapidité d'écriture et de la consistance, parce que les fichiers sont très gros. Donc pour ce mode-là, la réplication des fichiers est asynchrone post-écriture. À la réception, un seul nœud reçoit vraiment le fichier et après les autres se synchronisent. Voilà. Ça permet de garder un bon trade-off entre la rapidité et la rapidité d'écriture et la rapidité de lecture. Voilà. Et la pérennité de la donnée. C'est-à-dire que si un nœud tombe, demain on perd le minimum de données possible. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.